Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour la rediffusion des journées du RMT Maël. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2, dans lequel les méthodes de calcul des chiffres clés seront décrites. Présenter la méthode employée pour établir les chiffres clés des élevages en France. Oui, parce qu'effectivement, donc cette première journée, l'idée, c'est de partager les chiffres avec vous. Donc ça, c'est toutes les présentations qui vont suivre vont vous présenter ces chiffres et les commenter. Et donc, on voulait en préalable, vous présenter la méthode qu'on a utilisée pour les calculer. Donc déjà, quelles étaient les motivations du RMT Maël pour produire ces chiffres? Eh bien, comme on vous le disait, on a démarré nos travaux en 2020 en formalisant des questions qui étaient posées au RMT et en consultant des porteurs d'enjeux. Donc, je vous le disais, plus de 200 porteurs d'enjeux ont été consultés et on a pu synthétiser ces questions sous forme de 50 questions qui sont accessibles sur le site internet du RMT, mais pour l'instant, vous n'avez pas encore les réponses. Vous avez les questions déjà, en tout cas, qui nous ont été posées. Et donc, ces questions, elles étaient vraiment de 4 ordres différents. Il y avait des questions de contexte. Donc là, je vous ai mis des exemples. Donc, par exemple, quels sont les besoins alimentaires de la société? Puisque pour raisonner l'avenir des élevages, nos porteurs d'enjeux, ils avaient besoin d'avoir ce type de connaissances à disposition. Donc ça, c'est un exemple de question qui fait partie des 50 questions. Deuxième question, la plus centrée, deuxième type de question, puisqu'il y en a plusieurs derrière ce thème élevage, mais la plus centrée du coup sur les élevages, quelles sont les incidences environnementales de différents modes d'élevage à l'échelle territoriale et à l'échelle du système agroalimentaire? Donc question très vaste et qui concerne largement le RMT Maël. Troisième type de question, on avait des questions qui étaient plus centrées sur l'alimentation, toujours en lien avec les élevages, mais en partant de l'alimentation, avec quelles conséquences environnementales d'un système alimentaire plus biologique. Et puis, on avait aussi des questions plus associées au territoire en tant que tel, avec, par exemple, quels sont les compromis entre les services d'approvisionnement alimentaire et non alimentaire pour les élevages. Donc, voilà tous les types de questions qui nous ont été remontées. Et donc, pour y répondre, Maxime en a parlé, on a commencé par faire une synthèse biblio. Donc, on a mobilisé les experts du RMT Maël, les 76 personnes. On a rassemblé une centaine de publications qu'on a lues et dont on a fait une synthèse biblio dans une synthèse qui est accessible depuis 2023 sur le site du RMT Maël. Donc, vous pouvez encore accéder à cette synthèse. Et dans cette synthèse, ce qu'on a constaté, c'est qu'elle combinait des sources bibliographiques très différentes. Et donc, on pouvait avoir une source biblio qui allait plutôt faire la synthèse des émissions gazeuses des élevages et qui, pour ce faire, allait prendre en compte une source 1 des effectifs animaux avec une année X et un périmètre 1. Pour les dénommer simplement. Et puis après, on va avoir une autre partie sur l'alimentation des animaux, qui allait mobiliser une autre source sur les effectifs animaux, une autre année, et potentiellement le même périmètre que les émissions gazeuses. Et de la même façon pour les effluents d'élevage et les produits animaux. Et ce qui nous a gênés, c'est qu'en fait, tous ces flux, alimentation, effluents, émissions gazeuses, en fait, tout ça, c'est lié d'un point de vue biophysique. Donc, finalement, notre bilan, ça a été de se dire, on a des sources hétérogènes, des années, des périmètres différents, concernant des flux qui sont interdépendants pour les élevages. Et donc, il était difficile de remobiliser ces données pour refaire les calculs, pour apporter les réponses aux 50 questions. Donc, soit pour exprimer d'autres indicateurs et valeurs relatives que celles partagées dans les publications en tant que telles, soit pour faire des projections, puisque certaines des questions nous demandaient d'aller là-dedans. Donc en fait, la décision qu'on a prise, c'était de reproduire notre base de données chiffrée cohérente avec une mise en cohérence des effectifs animaux et de l'ensemble des flux associés à ces effectifs animaux. Et pour faire ce travail conséquent, au début, on a pensé le répartir sur plusieurs personnes du RMT Maël, mais en fait, tout le monde devait travailler avec tout le monde en même temps. Donc on s'est dit, ça ne va pas fonctionner. Donc on a décidé de fonctionner avec un CDD de 9 mois, qui a été brillamment réalisé donc, par Emma Gourles, qui est ici présente et qui va vous présenter la méthode qu'elle a mise en place. Et juste pour vous dire aussi, parce qu'on en reparlera à la fin de la journée,
Donc, il y a beaucoup de travaux qui vont vous présenter les chiffres clés, mais à l'occasion de ces 9 mois-là, on a aussi sollicité des expertises externes sur des synthèses qui n'étaient pas liées aux chiffres clés, mais dont on avait besoin. Et donc ça, je vous en parlerai en fin de journée. Dans la matinée, par rapport à tous ces chiffres clés, c'est pour vous présenter rapidement le périmètre de ce qu'ils vont regrouper et que vous allez retrouver dans les différentes présentations. Donc, derrière ces chiffres clés, on va bien entendu avoir l'alimentation des animaux d'élevage en France. Donc, c'est ici ce qui est représenté, avec les importations de certaines matières premières. On va aussi considérer toute l'occupation culturelle de la France, même si ces cultures-là ne sont pas destinées à l'alimentation des animaux. Et comme on a embarqué aussi ces autres surfaces dans notre périmètre, on a pu aborder l'idée de compétition fit food entre l'alimentation humaine et l'alimentation animale. Comme on avait eu un renseignement de toutes les surfaces associées à l'alimentation des animaux, on y a estimé la fixation symbiotique, donc le prélèvement d'azote atmosphérique via les légumineuses, qui était réalisé sur ces surfaces-là, et le stockage de carbone associé. On avait donc tous les effectifs animaux, donc on a associé à ces effectifs animaux une production d'effluents qui était en partie donc valorisée sur les cultures. Nous avons également, en lien avec tout ce périmètre-là, donc pris en compte les émissions gazeuses à la fois des élevages, donc directement liées aux animaux, à leurs effluents, mais aussi les émissions qui ont lieu pour produire les intrants des élevages. Donc c'est ce que vous voyez figuré en haut du graphique. Nous avons également pris en compte les consommations d'eau et d'énergie liées aux élevages. Donc là, vous voyez pas mal de flux qui s'opèrent. Donc ces consommations d'eau et d'énergie réalisées au niveau des élevages, mais également pour produire les intrants alimentaires des animaux d'élevage. Et vous voyez aussi un lien qui se fait entre effluents et énergie avec une possible valorisation de ces effluents pour une production énergétique. Et enfin, on a bien sûr été jusqu'aux produits et coproduits animaux sortant de l'élevage et avec leurs différentes valorisations, dont une valorisation pour l'alimentation humaine. Donc je vais maintenant laisser la parole à Emma pour la méthodologie qu'elle a employée pour produire ces chiffres clés. Moi, je suis là aujourd'hui pour vous présenter rapidement la méthodologie qu'on a utilisée. Donc, juste pour présenter les grandes étapes assez rapidement, et je reviendrai en détail sur chaque étape. Donc, une première étape, ça a été de faire la synthèse des effectifs animaux. Donc, on a pris 2022 comme année de référence pour ces effectifs animaux. Donc, pour harmoniser tous les effectifs pour tous les calculs qu'a présenté Sandrine. Ensuite, on a défini des cas types pour les différentes filières animales. Donc, je présenterai aussi ces cas types ensuite. Et donc, avec ces deux éléments, on a pu déterminer les chiffres clés de la place des élevages au sein du système agroalimentaire français. Et il y a eu une dernière étape de validation par comparaison à des références ou des ordres de grandeur. Donc, pour présenter tout d'abord la synthèse des effectifs, donc nous, notre objectif, c'était un peu de reproduire une ferme France élevage donc sur l'année 2022, où on a pris en compte les principales filières d'élevage, donc les filières porcines, de ruminants et avicoles. Donc, on a déterminé nos effectifs. Donc, tout d'abord, si on démarre par la filière porcine, on a compté 0,9 millions de truies. Et on y a inclus aussi tout ce qui était truies de multiplication et de sélection qui permettaient de produire des porcs charcutiers. Et donc, ces données, elles ont été prises grâce à l'IFIP, et donc avec les collègues de l'IFIP, à partir du nombre de porcs abattus et la productivité de chaque truie. Ensuite, donc on avait des effectifs de pondeuses, donc 56,1 millions de pondeuses, où on y a inclus une équivalence de caille pondeuse. Donc une caille est égale à 0,09 pondeuses. Pareil pour les poulets de chair. Donc là, j'expliquerai ensuite pourquoi on a comptabilisé comme ça. Mais on a comptabilisé 8 millions de mètres carrés de poulets de chair en y incluant des équivalences de pintade et de caille de chair. Donc comme le même fonctionnement que pour les pondeuses. Ensuite, on avait 15,1 millions de canards et 0,4 millions de mètres carrés de canards à rôtir, où on y a inclus les oies en équivalent canard.
Et ensuite, on avait 1,7 million de mètres carrés de dinde. Et donc, pour ces données-là, on a pas mal discuté avec l'ITAVI. Et donc, on s'est basé sur la statistique agricole. Ensuite, on avait 3,6 millions de vaches laitières et 4,3 millions de vaches allaitantes et 0,9 millions de chèvres. Et pour ces chiffres, après discussion avec le Céréopa, on s'est aligné sur leurs effectifs pour ces deux catégories, donc qui sont utilisés dans leur outil Oriflamme. Et donc, eux, ils se basent sur la base de données nationale, donc la BNI. Et finalement, on a comptabilisé 1,3 million de brebis laitières et 3 millions de brebis allaitantes. Et donc, pour ces chiffres-là, on s'est aligné sur les chiffres du CITEPA, donc pour l'inventaire national qui se base sur la statistique agricole. Donc, suite à ça, on a défini différents cas types d'élevage. Donc, pour définir un peu ce que c'est un cas type, donc un cas type, ça va tout d'abord être une unité fonctionnelle. Donc, je vous présenterai ensuite les unités fonctionnelles et qu'est-ce qu'on entend par unité fonctionnelle. Et ensuite, pour chaque cas type, on a des flux entrants et des flux sortants. Donc, les flux entrants, ça va être les aliments, les animaux, l'eau, l'énergie et aussi la paille pour la litière. Et en flux sortant, on va avoir tout ce qui est produits, sous-produits animaux, comme en a parlé Sandrine, les déjections et aussi les émissions directes et indirectes à l'unité fonctionnelle. Et donc, on va aussi avoir les impacts par analyse de cycle de vie, donc les impacts environnementaux par unité fonctionnelle. Et donc, tout ça pour 1 an, donc avec l'année de référence 2022. Et pour chaque cas type, on va avoir un pourcentage de représentativité, puisqu'on a différents cas types par filière d'élevage. Donc, pour expliquer ce que c'est une unité fonctionnelle, en prenant l'exemple de la filière porcine, donc si on prend une truie, on va avoir en entrée une cochette et en sortie des porcs engraissés et une truie de réforme, donc en comptabilisant aussi l'étape porcelée. Et donc, on va avoir des intrants à chaque étape de production. Donc là, j'ai repris les aliments, les animaux, l'eau, l'énergie et aussi des émissions. Et on a aussi des sortants, donc, qui sont les effluents et les produits coproduits. Et donc, on va avoir, pour le cas de la filière porcine, une unité fonctionnelle qui est la truie et sa suite, et donc qui va agréger tous ces intrants et ces sortants au niveau pour une truie. Donc, c'est le même principe pour les filières de ruminants et les poules pondeuses, où pour les ruminants, on va travailler à la tête mère et sa suite, donc en prenant en compte tous les produits et animaux sortants. Et pareil, pour la poule, ça va être la poule pondeuse et ses produits, donc en prenant en entrée la poulette et en sortie les œufs et la poule de réforme. Pour les volailles de chair, on a travaillé au mètre carré, puisque en fait, une volaille, ça ne va pas rester tout le long de l'année, donc on a comptabilisé sur une année combien on allait avoir de volailles de chair sur 1 mètre carré. Et donc, pareil, pour 1 mètre carré, on va prendre tous les animaux en entrée et en sortie. Et on a aussi comptabilisé les reproducteurs dans cette partie-là. Et finalement, pour le canard, on est resté à l'unité fonctionnelle canard et ses produits, avec les canards prêts à gaver en entrée et les canards gras en sortie. Donc, les cas types d'élevage, ils étaient issus de la base de données Agribalise, donc, qui est pilotée par l'ADEME. Et donc, c'est une base de données qui va recenser tous les impacts environnementaux des produits agricoles et aussi des produits de consommation. Et c'est notamment, Sandrine en parlera plus dans l'après-midi, mais c'est notamment cette base qui est utilisée pour l'affichage environnemental des produits de consommation pour le projet. Donc, on avait 3 cas types en filière porcine, en conventionnel, label rouge fermier et un cas type bio. Et donc, vous verrez, on a essayé d'avoir un maximum, au moins un cas type bio par type de filière. Donc, pour les poules pondeuses, on s'est basé sur les codes œufs pour définir nos 4 cas types. Pour les poulets de chair, on a 3 cas types, comme le porc. Un seul cas type d'Inde standard, puisque c'est une petite production, donc on a un cas type moyen sur français. Pareil pour les canards gras et les canards à rôtir. Pour les filières de bovins, lait et viande, on a 3 cas types, donc herbager conventionnel, fourranger conventionnel et un cas type bio. Pour les ovins, on a un cas type pour les ovins lait et 3 cas types pour les ovins viande. Et finalement, un seul cas type moyen pour les caprins. Juste pour un peu ensuite détailler la méthode de calcul et avec un exemple.
Donc toujours mon exemple de la filière porcine avec l'alimentation animale et les flux de matières premières. Donc on avait notre effectif de truies à l'année et nos représentativités de chaque cas type. Donc une majorité de porcs conventionnels, du bio et aussi le label rouge fermier. Et donc si je prends l'exemple de la matière première blé tendre grain, pour chaque cas type, j'avais une quantité de blé tendre en kilotonnes de matière sèche par truie et sa suite par an. Et donc en multipliant mon effectif, la représentativité et mes quantités, j'obtiens la quantité totale pour la filière porcine de blé tendre grain utilisé. Et donc si je fais pour toutes les filières, j'ai la quantité totale de blé tendre utilisé pour toutes filières confondues et donc pour tous les systèmes d'élevage. Donc si on continue les calculs avec l'alimentation animale, on a pu étendre les calculs donc, à partir de l'alimentation animale et les flux de matières premières, mais ça ce sera un peu mieux décrit juste après par Élise et Timothée, obtenir les surfaces utilisées en alimentation animale en France, donc en prenant quand même quelques pertes, etc. en compte. Et donc à partir de ça, on a pu calculer les entrées d'azote symbiotique liées aux élevages, le carbone stocké en lien avec les élevages et aussi la concurrence entre alimentation animale et alimentation humaine. Donc il y a quand même quelques calculs qui sont liés entre eux, mais qui seront un peu plus détaillés dans les présentations par la suite. Donc juste pour détailler rapidement la dernière étape de validation et donner toujours un exemple. Donc si je reprends mon exemple avec ces différents calculs, donc l'alimentation animale et les flux de matières premières, c'était la première étape de calcul. Et donc on a eu pas mal de discussions avec le Céréopa et pour comparer leurs résultats à leur outil Oriflamme. Et donc ensuite, pour les surfaces, il y avait déjà des taux de représentation de chaque filière qui avaient été référencés dans la synthèse RMTML, donc on a pu comparer. Et pour les surfaces totales, on a comparé à la statistique agricole, voir si on retrouvait bien toutes nos surfaces agricoles. Et ensuite, si je prends l'exemple de l'entrée d'azote symbiotique, on a discuté avec Terrinovia. Pour le carbone stocké, on avait discuté avec un CDD de chez Arvalis. Et pour la concurrence alimentation animale et alimentation humaine, on a eu pas mal d'échanges avec le Céréopa. Et donc ça a été fait pour tous les chiffres clés qui ont été déterminés, une étape de validation par échange ou par comparaison à des ordres de grandeur. Et voilà pour la méthodologie. Donc, dans les présentations qui vont suivre, ces chiffres clés vont justement vous être partagés. Donc, vous dire, même si ça a dû transparaître de la présentation, que c'est vraiment un travail collaboratif, ces chiffres, avec une forte contribution d'Emma, qui a construit la base, réalisé tous les calculs, qui a donc été co-encadré par l'IFIP, l'IDEL et l'ITAVI, et qui, au cours de son CDD, comme Emma vous l'a dit, a consulté nombre des experts. Les présentations des chiffres clés qui vont suivre, elles vont être réalisées par les experts eux-mêmes. Donc, on consulté les travaux d'Emma qui vont présenter ces chiffres et qui vont les prolonger parce que les chiffres qu'ils vont présenter, c'est leur domaine d'expertise aussi. Mais voilà, ce n'est pas eux qui ont réalisé les calculs. Donc, vraiment, merci à eux d'avoir accepté ce challenge de partage de chiffres, d'appropriation et de présentation pour réaliser ce qui va suivre. Vous dire aussi, parce qu'elles vont être mentionnées dans certaines présentations des experts, qu'en plus de toutes les présentations qui vous sont partagées aujourd'hui, il y a des fiches qui ont été rédigées et qui seront partagées avec vous dès lundi prochain, et plus largement que vous d'ailleurs, elles seront accessibles sur le site internet de Maëlle. Et donc, il y en a 18 en tout, pardon, et voilà. Donc, elles vont être mentionnées dans les présentations. Pour l'instant, vous ne voyez pas encore où elles sont, mais elles seront accessibles dès lundi prochain.